Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser à la course au Ballon d'Or entre Manuel Neuer, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ensuite, on ira du côté de la Formule 1 pour faire le bilan de la fin de saison avec les enjeux financiers, les pilotes et éventuellement les écuries. Et pour sortir de cette édition, on va s'intéresser à la NFL, la National Football League, avec le cas de notre compatriote Damou Konsou pour en prendre des nouvelles. Et bien évidemment, on reviendra sur la décision de la FIFA de repousser les élections au Cameroun avec notamment la Fédération camerounaise de football. Voici pour vous, messieurs, dames, Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation des spécialistes qui est aujourd'hui constitué de Lydie Abeko. Lydie Abeko, bonsoir. Bonsoir Edith, je suis contente d'être de retour. Nous aussi bien sûr. À ses côtés, Dominique Assako. Dominique Assako, bonsoir. Bonsoir Edith. Sans plus tarder, Arthur Djonwan. Arthur, bonsoir. Bonsoir Edith. Bien sûr, Georges Gimbous. Georges Gimbous, bonsoir. Bonsoir Edith. Voici pour vous, messieurs, dames, la rubrique Média Presse présentée par Bertrand et au montage, Bodouin Talog. Bonjour, je suis Mourad Djalal, je suis président du rugby club Lyonnais. Suivez Samedi Sport sur Canal 2, Canal 2 International. Bienvenue dans la rubrique Média Presse. On débute par le quotidien britannique The Mirror Sport avec l'Ivoirien Didier Drogba qui, face à Tottenham, s'est parfaitement illustré en inscrivant le deuxième but de la rencontre. The Mirror Sport revient également sur le retour dans le peloton de tête des Citizens qui seront les seuls véritables concurrents des Blues. Le président du Benfica, Luís-Filipe Vieira, est à la une du quotidien portugais Abola, qui promet dans un futur proche l'arrivée probable de 4 à 5 joueurs de classe mondiale pour satisfaire également le désir de l'entraîneur Jesus, le coach de Benfica. La Gazette de l'O-Sport revient sur le Jungleman, capitaine de l'Inter Ranocchia, qui promet que l'effectif interiste est de taille pour le Scudetto. La Juventus a déjà débuté les tentatives de recrutement pour le Mercato avec une approche pour la perle italienne Zaza ou Baroli de Sassuolo et en défense, le Rugani d'Empoli. Tuto Sport ce matin relate que Carlos Tevez serait intouchable au vu des tentatives des différents clubs auprès du joueur. Une réunion est prévue le 15 décembre pour prolonger la page à la Juventus. Du côté de l'Inter, Mancini fait le forcing pour l'attaquant du Gunners, Campbell, pour renforcer l'attaque interiste dès le mercato hivernal. Le quotidien français L'Équipe ce matin revient sur le match du 1 but partout entre le LOSC et le PSG. Rappelons que le PSG a véritablement été malmené lors de cette rencontre et avec ce résultat, Paris a manqué l'occasion d'être en tête du championnat de Ligue 1. L'hebdomadaire français France Football revient sur le Ballon d'Or cette semaine, avec le trio final dans lequel on retrouve Neuer, prêt à aller au défi face à Messi et Ronaldo. Et à l'affiche du quotidien, Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid fait sans aucun doute partie des nouvelles sensations du foot français. Message subliminal de Ramos à Mourinho dans les colonnes du quotidien espagnol AS. Car selon lui, Ancelotti a été un footballeur et il comprend mieux les footballeurs. Et cela permet à Ancelotti d'obtenir le meilleur rendement de son groupe. Et face aux problèmes de violence dans le foot espagnol, la Ligue espagnole prépare une stratégie face à Ultra. Et en natation, l'Espagnol Mireia obtient 2 médailles d'or. Le golazo de Rakitic en Coupe d'Espagne face au Recreativo Huelva a fait de lui dans les colonnes d'El Mundo Deportivo ce matin un Rakitic.
Avec une passe décisive pour Iniesta, le joueur croate du FC Barcelone est de plus en plus considéré comme le digne successeur de Xavi au sein de l'effectif catalan. Rappelons que le FC Barcelone s'est imposé 0 but à 4. Merci, c'est tout cette semaine pour la rubrique Média Presse. Comme on dit en espagnol, hasta la próxima. Bonjour, je suis Alain Marchal d'RMC BFM TV. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Canal 2 International. Pensez au rendez-vous. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la suite avec du Breaking News qui est l'actualité de la semaine et éventuellement récente. Pour en parler aujourd'hui, on va évoquer le cas du Yacine Brahimi, ce jeune Algérien qui a été désigné meilleur joueur par la BBC. Alors, avec vous, Georges Gimbous, éventuellement l'ensemble des spécialistes, est-on surpris de retrouver Brahimi à ce niveau ? Manifestement pas, parce que Brahimi a été élu joueur africain de l'année la saison dernière à la Liga. Il fait un très bon début de saison avec Porto, notamment en Champions League, et il a fait une belle Coupe du Monde. Il n'a pas joué tous les matchs, mais il a fait une belle Coupe du Monde. Donc, du point de vue des spectateurs, des fans de football, il fait partie des meilleurs joueurs africains et les internautes de la BBC ont estimé que c'était le meilleur joueur africain. Donc, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne soient pas présents dans la liste des 5 nominés pour le Ballon d'Or africain de la CAF. Alors, justement, en parlant des internautes, on a observé que dans la page, au niveau de la page Twitter du magazine France Football, éventuellement, le cas de Brahimi a fait réagir plus de 1,5 million de tweetos par rapport à son cas. Et on observe aussi que, selon la BBC, Brahimi devient, Dominique Asserco, le premier maghrébin à être désigné pour ce titre-là. Tout à fait, c'est une belle récompense pour le football maghrébin. C'est également une belle récompense pour lui. Il a eu à faire un très très bon parcours en Coupe du Monde avec sa nation. Donc c'est à juste titre qu'il puisse avoir ce titre. Alors on va suivre en image, n'est-ce pas, quelques-uns de ses buts qu'il a récemment inscrits avec le FC Porto. Tout de suite. Let my blood keep pumping, my heart keep beating, shining like a chandelier. What's a song if it don't have words? What's a word if it don't get heard? You can paint it any way that you like. How can you get the picture if it come out blurred? But life taught me can't be unlearned, and every bridge can't be unburned. You can't wait till you get your turn, like you're trying to make it home, but you're still on third. Je rappelle que c'est un international algérien, bien évidemment, et que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique a eu lieu hier du côté de la Guinée équatoriale. On va ainsi voir en image les différentes poules qui ont été désignées. Le groupe A, notamment, on verra aussi le groupe B. Le groupe A est constitué de la Guinée équatoriale, du Burkina Faso, du Gabon. Ensuite, le groupe B constitué de la Zambie, la Tunisie, le Cap-Vert, d'ailleurs qui est considéré comme étant le groupe des lofters. Ensuite, bien sûr, le groupe C, celui qui est considéré comme le groupe de la mort avec le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et notre groupe, bien sûr, le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée. Alors, Liabeko, par rapport à ce groupe D dans lequel le Cameroun se trouve, quelle est la réaction que vous pouvez avoir? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes gâtés dans ce groupe, en retournant la Côte d'Ivoire éventuellement? Non, moi je ne dirais pas qu'on est gâté quand même. C'est une poule qui n'est pas, c'est pas la plus difficile. Effectivement, c'est le groupe C qui est le plus difficile, mais c'est pas la moins facile, c'est pas la plus facile non plus. Notamment, par contre, les gens parlent beaucoup de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, alors que moi je pense que le danger peut se situer plus du côté du Mali et de la Guinée, qui sont des équipes qui ont fait de belles performances récemment. Voilà. Alors, Georges Gibbous, un outsider pour ce groupe, à moins que Arthur Dorwan va nous parler d'un outsider selon vous, entre la Guinée-Conakry, le Mali et la Côte d'Ivoire éventuellement. Enfin, la Côte d'Ivoire, bien qu'on sait que... Oui, je partage totalement l'avis de Lydie. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un nom, c'est connu, le Cameroun aussi. Mais je pense que
les équipes comme le Mali ou la Guinée n'ont absolument rien à perdre dans ce type de compétition. Et attention, c'est pas le Cap-Vert, il y a 2 cannes, une canne, on les attendait pas. Et c'est eux maintenant qui sont sur le devant de la scène. Il faut faire très attention. Les outsiders, ça pourrait être le Mali ou la Guinée. Alors, Georges Gimbous, dans le groupe C, on observe que le Ghana, l'Algérie et éventuellement l'Afrique du Sud et le Sénégal, des gros poissons vont tomber, permettez-moi l'expression. En effet, c'est le groupe de la mort de cette Coupe d'Afrique parce que l'Algérie, elle est sur la même lancée que lors de sa Coupe du Monde. Elle a fait de très belles qualifications. Le Sénégal a également fait de très belles qualifications en étant l'une des meilleures défenses d'ailleurs du tour de la phase de qualification avec le Cameroun en encaissant un seul but. Donc c'est un groupe très compliqué, mais l'Afrique du Sud également, n'oublions pas que l'Afrique du Sud est l'un des rares pays à avoir battu l'Espagne avant la Coupe du Monde. C'est l'un des rares pays à s'être imposé face à l'Espagne. Donc c'est un groupe, il est difficile de prédire à l'avance qui sortira de cette poule et qui tombera, mais ce qui est sûr, il y en a au moins 2 qui tomberont. D'accord, justement, on rappelle qu'on espère en tout cas que la sélection camerounaise pourra tirer son épingle du jeu lors de cette compétition. En parlant de la sélection, revenons sur le cas de Joël Matip, qu'on va voir à l'instant en image, qui malheureusement s'est blessé la semaine dernière et sera sans doute pas avec le groupe du Cameroun pour cette Coupe d'Afrique. Une réaction pour cette absence quasi certaine, Lydia Beko? Ben, en fait, déjà, je dirais que Matip, de toute façon, il faudrait déjà qu'il soit partant pour jouer avec le Cameroun avant qu'on dise qu'il ne jouera pas parce qu'il a un souci au niveau physique. Donc, il y avait... Il est important de rappeler qu'il y avait des négociations en cours, enfin, entre il y avait des négociations pour qu'il retrouve la tanière. Oui, mais bon, comme on est préoccupé en ce moment par d'autres sujets que d'aller chercher nos grands joueurs à l'extérieur, je pense que c'est plus une priorité à l'heure actuelle et que, bon, enfin, malgré tout ça, c'est pas sûr que c'est parce qu'il est blessé qu'il ne jouera pas. C'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas envie. D'accord, très bien. Alors, un mot, Dominique Sako, par rapport au cas Joël Matip? Non, tout simplement, il faut déplorer sa blessure. Si par devers il avait eu à donner son accord pour rejoindre la sélection lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ça allait être d'un apport assez considérable pour la sélection. Donc sa blessure, c'est une perte. C'est une perte pour la sélection, ce n'est que déplorable. On va tout simplement souhaiter qu'il revienne très vite sur les terrains et en bonne santé. Très bien, on va redécouvrir une autre pépite du football camerounais avec le jeune Nkoudou, qu'on va voir à l'instant à l'image, qui est nantais, Kevin Nkoudou, 9 matchs en Ligue 1 déjà, et déjà un but inscrit, Georges Gimbous. Oui, Nkoudou, c'est un jeune qui démarre très fort. Déjà, la saison dernière, il s'était illustré avec le FC Nantes. Il a fait de très belles prestations. Cette saison encore, il a la confiance de son entraîneur. La chance qu'il a effectivement, c'est d'évoluer dans une équipe où on fait confiance aux jeunes. La plupart des joueurs de Nantes sont issus de la formation. Donc, il a l'occasion d'évoluer dans une équipe où il a des gens de sa tranche d'âge. Le coach lui fait confiance, le club a confiance en lui. Donc, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur que le sélectionneur camerounais a déjà en ligne de mire. Je ne pense pas qu'il participera à la prochaine CAN, ça me paraît un peu juste. Mais pour les prochaines éditions, je pense que c'est l'avenir du Cameroun s'il continue sur cette lancée. Et un mot aussi pour le cas Oyongo Bitolo, qui a été désigné bien évidemment meilleur recrue de son club du côté des États-Unis. Le cas Oyongo Bitolo nous permettra de faire un bond avec le club local Coton Sport, qui a été désigné champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe. D'ailleurs, justement, le manager général d'Arossa nous a accordé un entretien exclusif. Je vous prie de bien vouloir suivre. Merci de votre invitation. Je suis souvent votre émission. Je la trouve très professionnelle. C'est un championnat très homogène avec beaucoup de potentiel au sein des équipes camerounaises. Je crois qu'il y a de très bonnes individualités. Malheureusement, c'est un championnat qui se joue sur des terrains qui ne sont pas dignes d'un football professionnel. Je crois qu'il y a des mesures qui vont être prises au niveau politique pour développer les infrastructures. Et vraiment, je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis persuadé qu'avec des infrastructures dignes de ce nom, le football camerounais a un brillant avenir devant lui. C'est vrai, c'est une très bonne question, puisque sur les 2 derniers mois, on a disputé une vingtaine de rencontres, ce qui fait une rencontre tous les 3 jours, même tous les 2 jours sur 2 mois de compétition. On a eu affaire à beaucoup de blessures. Il a fallu gérer, économiser certains joueurs aussi. Et bien évidemment, on a mis l'accent sur la récupération. On met en place de nouvelles méthodes de récupération sur le Cameroun. Je pense qu'elles sont intéressantes. Comme on a pu le voir en France,
ces dernières années, des grands bacs de glace après les matchs, le lendemain des matchs, avant les matchs. Je crois que ça fait du bien aux joueurs en termes de récupération déjà physique et ensuite mentale. Oui, tout à fait. Je crois que moi j'ai connu Arnaud sur ma deuxième expérience d'entraîneur en France, dans le monde amateur. C'est un joueur qui m'a séduit par ses qualités de footballeur déjà et ses qualités d'homme. Je crois que c'était quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et bien évidemment au moment où il a fallu recruter un défenseur central, le choix était vite fait pour moi, j'ai pas hésité une seconde, lui d'ailleurs non plus, et je le remercie. Je crois que c'est le recrutement clé de Coton Sport cette année. Voilà, Arnaud Anassé est arrivé à un moment où on avait besoin d'un tel joueur et comme vous le dites, je crois qu'il a pris une part prépondérante sur le parcours dans les 3 compétitions. Non, je refuse jusqu'à présent toutes les offres que je peux recevoir. J'ai un contrat de 2 ans, j'aime beaucoup mon club, je suis prêt à le défendre bec et ongle. D'ailleurs, je suis toujours très touché quand je vois des commentaires gratuits et méchants à l'encontre de ce club de Coton Sport qui mérite, à mon avis, le plus grand respect. Donc j'aime mon club, j'ai un contrat de 2 ans et j'irai en tout cas au bout de mon contrat. Voilà, je suis bien garois, je crois que être le manager général du 6e club africain, c'est très très intéressant. Ça l'est encore plus parce qu'il faut aller au combat tous les jours, parce qu'on a des moyens limités par rapport aux grands clubs africains, mais actuellement le 6e, je crois qu'en termes de budget et de performance, on est même le premier. Je suis vraiment très fier d'appartenir à un tel club. Félicitations encore à cette équipe de Coton Sport pour la saison qui a été la sienne. Cela va nous permettre, puisque Coton Sport est qualifié pour la Ligue des Champions, de se focaliser un tant soit peu sur le cas, cette rumeur folle autour de l'arrivée de cette méga star dans le football africain, Ronaldinho éventuellement, qui est éventuellement annoncé du côté de l'Angola au sein du club Carbon Sport. On ne sait pas trop si la rumeur est fondée ou pas, mais avec vous les spécialistes, une réaction par rapport à ce cas. Didier Abeko retrouver éventuellement Ronaldinho, peut-être au stade Adja, du côté des cotonculteurs, lors d'une éventuelle rencontre avec Coton Sport. C'est peut-être un rêve pour plein de personnes qui adorent le football africain. Ah oui, ce serait magnifique d'avoir un Ronaldinho, mais il faut quand même rappeler qu'il y a des précédents. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, je pense, le Brésilien Rivaldo qui jouait dans cette équipe d'Angola. Et puis, on me paraît surpris parce que c'est l'Afrique, mais je veux dire, l'Angola, c'est un autre pays aujourd'hui. C'est un pays qui est grandiose, qui a énormément de richesses, qui peut se permettre d'avoir de tels joueurs. Et aussi, c'est un pays lusophone. Donc, il faut savoir qu'ils ont une proximité avec le Brésil et avec les autres pays lusophones. Ils forment une communauté. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça va booster un petit peu l'Afrique à ce niveau-là. Alors justement, parlons de booster l'Afrique. L'arrivée de Ronaldinho au sein de ce club, ce n'est encore que des négociations, rien de bien officiel. C'est vrai qu'elle a évoqué Lydia Beko, le cas de Rivaldo. Aujourd'hui, ce club, décidément, c'est un club qui n'a rien à envier à plein de clubs en Europe, Bravo Sport. Bien sûr, comme l'a dit Lydie, c'est l'Angola. L'Angola, c'est une grosse richesse, c'est un poids lourd économique aujourd'hui en Afrique. Et ils ont des clubs, d'ailleurs on a des Camerounais qui y vont, il y a beaucoup de nationalités qui y vont. Et Rivaldo y a été, d'ailleurs il a marqué 11 buts. Mais 11 est d'ailleurs dans ce club. Voilà. Donc, et le président de ce club, un monsieur un peu atypique et extravagant, il a l'air assez déterminé. Lui, il le dit à qui veut l'entendre qu'il va faire venir Ronaldinho. Connaissant un peu le personnage de Ronaldinho, je pense qu'il serait intéressé. Il est bien allé jouer au Mexique. C'est vrai que c'était plus proche du Brésil que l'Angola. Mais c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un d'assez humble, qui aime le football. Et n'oublions pas l'aspect financier qu'il peut avoir derrière, parce que pour lui, à son âge, il n'a plus de challenge sportif. Financièrement, ça pourrait être intéressant. Et ce serait un gros plus pour les jeunes joueurs africains qui le côtoieraient, parce qu'on gagnerait beaucoup à côtoyer un joueur comme Ronaldinho, et pour les spectateurs aussi. Justement, un Brésilien peut en cacher un autre, avec le cas Brandao du côté du Sporting Club de Bastia, qui récemment a été condamné par la justice pour un mois de prison ferme. Alors, avec vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, chers spécialistes que vous êtes,
que la justice civile est en train de prendre le dessus, enfin, sur la justice sportive? C'est la question que je me pose. Déjà, le cas Brandao, il faut préciser qu'il n'y a pas eu de précédent. C'est la première fois que ça arrive, qu'un joueur est condamné ainsi pour les faits qui ont eu lieu dans une enceinte sportive. Maintenant, ce qu'il faut préciser, je pense, la justice en a eu un peu marre qu'on donne l'impression que les sportifs sont au-dessus de la loi. Certains estiment qu'ils ne doivent pas être en dessous de la loi non plus parce qu'ils trouvent que la sanction infligée à Brandao est un peu sévère, mais l'acte a été considéré comme une agression avec préméditation. Il y a eu une blessure. C'est vrai qu'il n'y avait pas, le club PSG dit la victime Thiago Motta, ils n'ont pas porté plainte, il n'y avait pas de partie civile. Mais je pense que la justice française a voulu passer un signal fort, d'autant plus qu'il y a beaucoup de violence actuellement dans le football en général, dans le football français, donc je pense qu'ils ont voulu passer un message fort. Maintenant, c'est une sanction sévère, mais le juge l'a dit lui-même, il y aura des aménagements, il ne va pas faire la prison certainement. Et Brandao, certainement, il va faire quelques jours. Il aurait pu faire des travaux d'intérêt général, mais comme il n'était pas présent et que le travail forcé est interdit en France depuis 1974, on n'aurait pas pu le condamner à faire des travaux d'intérêt général, donc il aurait fallu qu'il soit là. Donc, il va être remis au juge d'application des peines de Bastia, qui certainement va trouver un aménagement, il fera pas de prison de toutes les façons. Effectivement, comme vous le dites si bien, Brandao fera sans doute des travaux d'intérêt généraux. Alors, avec vous, Dominique Sako, sur le cas Brandao, que peut-on dire? Va-t-il finalement aller peut-être en prison ou ce ne sera pas le cas? Non, loin de là, je ne pense pas qu'il va aller en prison. D'abord, il a été aménagé ainsi aussi pour lui. Donc je pense qu'il y a ici, c'est beaucoup plus un souci de jurisprudence, comme Georges disait, c'est-à-dire essayer de mettre des garde-fous pour que la violence ne se perpétue pas sur les terrains de foot. Donc je pense que c'est beaucoup plus cela qui a été mis en avant. Donc, et en plus, il a fait appel. Donc je pense que rapidement, la sanction va se lever et il pourra très rapidement retrouver les terrains. D'accord, très bien. Alors, on va en profiter justement pour s'intéresser à une autre actualité autour du football local avec cette décision du comité d'urgence de la FIFA de décaler, de repousser les élections jusqu'au plus tard, au 28 février 2015, notamment au sein de la Fédération camerounaise de football. Pour en parler, on va d'abord s'intéresser exactement qu'est-ce que c'est ce comité d'urgence, quels sont les membres qui les constituent. Avant d'y arriver, une question avec vous, Georges Guimbous, et éventuellement l'ensemble des spécialistes. Dans quelles conditions, plus ou moins, peut être saisi ce comité d'urgence? Alors, déjà, le comité d'urgence, il faut le signaler, il est constitué de 7 membres, notamment le président de la FIFA, et 6 membres pris parmi des membres du comité exécutif de la FIFA et représentant de chaque confédération. Il y a 6 confédérations, donc il y a un représentant de chacune de ces confédérations. Et le comité d'urgence siège entre 2 sessions du comité exécutif. C'est-à-dire que normalement, les décisions sont prises et entérinées lors d'un conseil exécutif, d'un comité exécutif. Ouais. Mais si, pour une urgence, déjà comme son nom l'indique, c'est un comité d'urgence, mais s'il y a un cas à traiter entre 2 comités exécutifs, le comité d'urgence se réunit. Et s'il ne peut pas se réunir, il y a des moyens de communication qui sont mis en place pour qu'il puisse siéger, statuer. Mais les décisions, il faut le préciser, les décisions prises par le comité d'urgence ne sont entérinées que lors du prochain comité exécutif. Donc, des mesures ont été prises, des décisions sont prises par ce comité d'urgence, mais elles sont officiellement entérinées lors des comités exécutifs. Très bien. Monsieur, dames, on va vous inviter à suivre attentivement les membres qui constituent, n'est-ce pas, ce comité d'urgence. On revient justement de comprendre avec cet élément en image, ce qui constitue l'ensemble des membres du comité exécutif. On va observer que 2 sont particulièrement connus, je dirais 3, le président Blatter, le président Yatou et Sœur Platini. Alors, avec tout le respect que l'on a pour l'ensemble des membres de ce comité exécutif, Lydie Abeko, on peut être d'accord que les autres, plus ou moins, n'ont pas la maîtrise du dossier camerounais et que les locomotives de cette décision ne peuvent être que ces 2 monsieur, notamment Blatter et Ayatou. Au vu de ce qu'on voit. Au vu de ce qu'on voit, parce que j'allais dire, on n'était pas là non plus pour savoir quelles sont les motivations. Au vu de ce qu'on voit. Et comment est-ce que la décision a été prise. Bon, maintenant, c'est sûr que Blatter, malgré le fait que ce soit une décision de collège, je pense à finalement le dernier mot. Issa Ayatou, la personne qui maîtrise le mieux le cas. Donc oui, ce sont les 2 personnes clés probablement dans cette décision-là. Et un Platini qui, je pense, a fait un pas de recul depuis la dernière polémique, n'est-ce pas, sur son ingérence, soi-disant, dans les affaires de la FECAF. Une réaction de la CAF, pardon. Une réaction de Bika Sako par rapport à ce sujet? Non, tout à fait.
Là, on voit que c'est une décision qui a été pilotée et je pense que les personnes qui ont pris cette décision avaient certains tenants et aboutissants et ils ont peut-être voulu aider le Cameroun à pouvoir désamorcer une bombe. Donc, c'est un avis. Et pour sortir une ultime réaction sur ce sujet avec Georges Guibous. Oui, il va de soi que M. Ayatou et M. Blatter sont les locomotives de cette décision. Maintenant, il faut comprendre que le football a pris une telle importance dans la société qu'il y a forcément des relents économiques, des enjeux politiques derrière. Et dans l'affaire dont il s'agit grossément de politique. Parce que lorsqu'on parle de M. Ayatou, qui est camerounais... ce n'est pas un tort d'être camerounais, on est d'accord. Ce n'est pas un tort d'être camerounais, mais dans le dossier camerounais, on peut plus ou moins penser qu'il peut avoir une certaine sensibilité pour un camp ou pour un autre. Maintenant, moi je pense que quand on regarde la lettre faite par ce comité d'urgence, à mon avis, on se dirige tout droit vers un comité provisoire de gestion parce que quand on regarde la lettre, ils prennent en compte les observations faites par le gouvernement camerounais de non-respect de certaines lois. En même temps, ils disent qu'on maintient les textes qui ont été votés, qui a été arrêté le 23 août. Donc, je ne vois pas comment en 3 mois, avec la CAN qui se trouve au milieu, les fêtes de fin d'année qui se trouvent au milieu, je ne vois pas comment en 3 mois, on pourra arriver à une solution dans le problème qui nous concerne. Super, Georges Guimbos. Ceci va nous permettre, n'est-ce pas, puisque vous parliez de locomotive à l'instant, de s'intéresser à d'autres locomotives, mais plutôt du football actuel, du football moderne, notamment ce trio de joueurs qui ont été désignés pour le Ballon d'Or, le premier sujet d'ailleurs de notre édition. Le premier d'entre eux, on va voir l'image, c'est tout simplement Manuel Neuer, qu'on voit en image, avec son palmarès pour cette saison, international allemand, âgé de 28 ans, champion du monde 2014, champion d'Allemagne 2013-2014. Ensuite, Cristiano Ronaldo, qu'on va aussi voir en l'instant en image, international portugais, 29 ans, champion d'Espagne 2014, vainqueur de la Ligue des Champions 2014. Et par sa suite, Lionel Messi, international, qu'on verra sans doute, Lionel Messi, international argentin, âgé de 27 ans. Il n'y a pas de titre conséquent cette saison. Le palmarès pour cette saison est néant, même s'il a récemment obtenu le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Et il a aussi, il est aujourd'hui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Alors, on va prendre vos réactions par rapport à ces 3 nominés. Êtes-vous surpris que ce soit ces 3 joueurs qui se retrouvent lors du dernier trio, notamment avec vous, Arthur Dorwan? Oui, bon, Neuer, c'est le... Parce qu'il y a les 2 locomotives, j'ai envie de dire, Cristiano Ronaldo, Messi, c'est les plus connus. Neuer, la dernière fois qu'un gardien de but a été Ballon d'Or, je pense que c'était Lev Yashin. Il est champion du monde, c'est peut-être le meilleur gardien du monde pour le moment. Il fallait récompenser quand même l'équipe championne du monde. Je pense que c'est une équipe qui joue beaucoup collectif, l'Allemagne. La meilleure figure, c'était sans doute Neuer. Après, derrière, c'est les 2 titans, Cristiano Ronaldo, Messi. Ronaldo, c'est vraiment il est vraiment en pleine bourre en ce moment. Messi, j'ai envie de dire, peut-être cette année, peut-être primer encore une fois l'ensemble de son œuvre, le fait qu'il soit le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. C'est très serré, alors quelle sera la prime, je ne sais pas. Alors, une réaction de Diabeco Oui, par rapport à ce j'ai le sujet. meilleur buteur de la Liga, mais comme on dit, il a peut-être confisqué aussi le Ballon d'Or, parce que si lundi, ce sera son 5e titre, peut-être pas d'affilée, mais le 5e quand même, contre un Cristiano Ronaldo finalement, qui pour l'instant a 2 titres, et un Neuer qui vient rafraîchir, moi je dirais, ce palmarès. Un palmarès qui depuis longtemps semblait figé. En fait, chaque année, il y a une carte, on va appeler ça un joker. L'année dernière, c'était Ribéry. D'ailleurs, ça fait un petit peu un scandale quand on regardait son palmarès par rapport aux autres. Il faut savoir qu'il était quand même auteur d'un quintuplé. Et cette fois-ci, on a un Neuer. Bon, Neuer, qu'est-ce qu'il va représenter? C'est, je pense, le meilleur gardien de but. Honnêtement, moi, depuis le départ, j'étais persuadée qu'il serait dans le peloton. Et je pense que c'est celui qui obtiendra le Ballon d'Or. Alors, que dire donc justement de ces propos de Rummenigge qu'on va voir à l'instant l'image, qui déclare « C'est une honte que Robben n'y soit pas ». On va voir l'image de Rummenigge justement qui, une fois de plus, a tenu une déclaration assez tonitruante par rapport au cas Robben. Alors, Denis Kassako, l'absence de Robben, malgré tout, avec une saison tout au moins intéressante qu'il est en train d'effectuer. C'est une absence qu'on déplore. C'est vrai qu'il a fait une très bonne saison. Il a fait une très bonne saison. Il est arrivé en finale de Coupe du Monde. Il rentre dans la même lignée. On pourrait également parler de Di Maria dans le même ordre d'idée qui a remporté la Champions League, qui est arrivé en finale de Coupe du Monde. C'est un choix qui a été fait. Il fallait 3 personnes. Bon, le choix s'est porté sur ces 3 personnes. Il faut le respecter. C'est un choix qui a été fait. Bon, dommage pour Robben, mais il faut faire avec les règles du jeu. Alors, avec vous, Georges, est-ce que Rummenigge n'est pas en train d'essayer de vouloir entre guillemets, valoriser le lobby allemand, même si c'est vrai que Robben n'est pas allemand et que jouant dans le football
du moins dans la Bundesliga, c'est peut-être une volonté aussi de faire valoir les leurs. Bien entendu, on a vu les réactions de chacun des clubs. Il y a ceux du Real qui soutiennent Ronaldo, il y a ceux du Barça qui soutiennent Messi, et donc c'est normal que Rummenigge soutienne des joueurs du Bayern de Munich. Il faut comprendre que le Ballon d'Or, c'est prestigieux, et plus tard, ça facilite le recrutement d'autres joueurs. Il est plus facile de faire venir un joueur aux côtés d'un Ballon d'Or que d'en faire venir dans un club qui n'en compte aucun. Donc les clubs, ils font effectivement du lobbying, ils essaient de mettre la pression. Mais il convient de dire ici que toute cette pression ne sert plus à rien parce qu'on attendant jusqu'au 12 janvier, mais il faut préciser que la FIFA connaît déjà le vainqueur du Ballon d'Or. On nous donne 3 noms, on nous fait patienter, on fait monter le suspense, mais le nom est déjà connu et à mon avis ce sera Cristiano Ronaldo parce que si on se fie aux critères d'éligibilité du Ballon d'Or, on part sur 12 mois entre 2 années civiles, qui a eu les meilleures performances, qui a eu la plus grande constance, qui représente le plus les valeurs du football sur et en dehors. C'est Cristiano Ronaldo. Rappelons quand même que pour être convié dans cette émission, on a pour objectif laisser les boules de cristal à la maison. Apparemment, vous êtes arrivé sur le plateau avec la vôtre. Oui, et puis je dirais que les critères, attention, là il y a effectivement le palmarès qui compte, mais il y a aussi des critères qui sont des critères sur le comportement, sur le talent, sur la carrière en général. C'est ça que j'ai dit, sur et en dehors. Oui, mais sur et en dehors, mais il y a le côté de la personnalité et que beaucoup de personnes négligent, mais qui aujourd'hui est un critère certain. Et d'ailleurs, ce sont les journalistes aussi qui ont le maître mot dans la sélection. Et il y a les équipementiers qui mettent la pression, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dedans et qui font que finalement on est passé parfois avec des joueurs incroyables. On se demande pourquoi Eto'o ne s'est pas retrouvé, n'est-ce pas, avec un Ballon d'Or. Il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Georges, mais voilà. Très bien, on va revenir sur le duel véritable de ce Ballon d'Or entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour s'intéresser à ce titrail du journal d'équipe que vous allez voir à l'instant à l'image qui a parlé il y a quelques jours de duel sublime entre ces deux joueurs-là, à la suite de leurs prestations respectives en Ligue des Champions. Avec vous, Dominique Assako. Tout à fait, c'est un duel sublime. Il faut savoir que depuis près de 4 ou 5 éditions du Ballon d'Or, ces deux joueurs sont toujours dans le classement du Ballon d'Or. Donc c'est un duel et apparemment également, ils font tout pour pouvoir gagner ce Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, il rêve certainement de pouvoir égaler Messi. Messi veut également avoir davantage de titres, donc c'est tout à fait normal. C'est un duel et ça va continuer ainsi. Justement, en parlant de duel, on va voir l'image, n'est-ce pas, avec des statistiques, que l'écart, du moins tout à fait phénoménal, si la technique le permet en grand format, pour que chacun puisse observer exactement de quoi il s'agit. On prend le cas Messi et on a tout en bas Ronaldo. Entre la saison 2009 et la saison 2013, on observe que Messi a 2 titres de champion, c'est-à-dire qu'on commence par la gauche, 2 coupes champions du monde des clubs, 2 Ligues des champions, 3 Ligas, 2 Ligues des champions, 3 Super Coupes, 4 Ballons d'Or, 2 Souliers d'Or. Du côté de Ronaldo, on a tout simplement une Ligue des champions, une Super Coupe, une Liga, un Soulier d'Or et tout simplement un Ballon d'Or. Entre 2009 et 2013, entre les deux, on voit quand même l'écart conséquent. Oui. Heureusement pour nous qu'on n'est ni dans le tennis ni dans le golf. C'est vrai que Messi il a eu une part importante, il a eu une grosse influence dans tous ces titres, mais il était quand même au sein d'une équipe magnifique qui est le FC Barcelone. Donc on ne peut pas, et au jour d'aujourd'hui nous parlons du Ballon d'Or 2014, et je suis désolé, le palmarès sur les 4 dernières années ne devrait rien avoir à faire là-dedans. Donc, non, c'est juste une analyse, un rapport d'écart entre les deux. Bien sûr, mais moi je dis c'est bien de poser les deux, et les deux sont dans un duel permanent, et je pense que ces deux joueurs ont un grand respect l'un pour l'autre. Mais il faut saluer ce qu'ils font, parce qu'ils sont en train d'amener le football à des niveaux de performance jamais atteints auparavant. Donc, ces gars, ce qu'ils font, ils se fixent chaque année des objectifs supérieurs à l'année précédente. Et le plus important, le plus intéressant, c'est qu'ils les atteignent. Et je pense que ça, la FIFA devrait promouvoir, ça devrait les soutenir. Et je suis très embêté de voir que quelquefois on a le sentiment que Cristiano Ronaldo, il est un peu cassé, il est un peu taclé par soit la FIFA, soit l'UEFA. Pourtant, ce qu'il fait pour le football, ce qu'il fait pour les téléspectateurs, le spectacle qu'il nous donne à chaque fois, c'est quand même assez impressionnant. Cristiano Ronaldo, rien que sur le championnat de cette année, c'est 12 matchs, 20 buts. 9 passes décisives, c'est quand même assez impressionnant. Il y a très peu de footballeurs qui peuvent faire ça. En comparaison, le vrai Ronaldo, entre guillemets, ne faisait pas ça. Pourtant, c'est un joueur exceptionnel. Il n'y a aucun joueur qui a fait ce que ces deux-là sont en train de faire. Donc, il faut les féliciter, il faut les saluer.
Que le vainqueur soit Messi ou Ronaldo, c'est deux formidables joueurs et vraiment ce qu'ils font pour le football, c'est formidable. Alors, rien sur Denis Oui, alors oui, deux formidables joueurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ça revient souvent aux critères, parce que par exemple, si on doit regarder le palmarès comme il a été montré, Ronaldo ne l'aurait pas emporté. Voilà. Premièrement, donc il y a ça, et le public qui apprécie ces joueurs-là ne compte absolument pas. Et le problème, il est là. D'ailleurs, ça remet en question un petit peu les critères d'éligibilité de ce Ballon d'Or, parce que le public apprécie les joueurs, et malheureusement, c'est un collège de personnes, sélectionneurs, comme on le sait, journalistes, etc., et capitaines, qui font le choix. Donc, il y a une différence, parce qu'il y en a qui regardent les performances techniques, mais les journalistes vont regarder le côté médiatique. Justement, avec ce qu'on voit à l'affiche avec le Mundo Deportivo, qui a titré cette semaine la Era Messi Ocho. Qu'on peut dire que 8 fois consécutives, Messi a fait partie du trio final pour le Ballon d'Or. Et je crois 6 fois avec Ronaldo, si je me souviens bien. Merci Lydia Beko du côté Ronaldo, sans doute personne ici pour le côté Neuer. Mais bon, Neuer, c'est... Non, moi je suis pour Neuer. Honnêtement, il faut le dire. Moi, je pense que le fait que Neuer soit déjà dans le trio, c'est déjà une belle récompense pour lui. Oui, tout à fait. Je vais dire pour l'ensemble de son œuvre sur les 2-3 dernières années. Maintenant, si on se focalise sur l'année écoulée, Neuer avec le Bayern en Coupe d'Europe, ils se sont fait écraser par le Real de Madrid. En Coupe du Monde, il a été bon, mais moi, en dehors du match contre l'Algérie, est-ce qu'on se souvient d'un match où Neuer a été exceptionnel? Je ne pense pas. Il y a eu des gardiens en Coupe du Monde qui étaient beaucoup plus impressionnants. On a eu Keylor Navas qui était franchement impressionnant. On a eu Timo Ward qui était impressionnant. Neuer, il a fait une belle prestation. Il apporte une palette supplémentaire dans le jeu des gardiens de but, qui est gardien moderne, oui. Gardien moderne, c'est ça qu'on le reconnaît. Il a un très bon jeu au pied, il a une très bonne lecture de jeu, mais de là à dire qu'il a été le meilleur joueur européen sur l'année écoulée, franchement, ça me paraîtrait un peu abusé quand même. Il est le plus en vue, il est le plus médiatisé, il est celui qui est suivi par le plus de journalistes et que le public affectionne, et c'est bien ce que je dis, donc on verra. Restons donc encore un tout petit peu sur le cas Messi et Ronaldo, parce que tout de même, on espère pour eux que ce sera l'un des deux, parce que comme pensent certains, du moins certains médias, c'est peut-être les deux meilleurs footballeurs de l'histoire du sport. On n'en sait trop rien, on verra bien. Avec ce journal Sport, toujours en Espagne, qui a titré « Inquiétante Messi » par rapport à la situation contractuelle de Messi, qui, malgré tout, contre vents et marées, menace tout de même de quitter le club, quitter le navire de Mika Sakho. C'est assez surprenant. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que ce sont des effets d'annonce. Y a-t-il un mal-être à Barcelone sur la question de Messi? Je ne sais pas, c'est pas la première fois qu'on nous remet ça sur la table, donc j'hésite un peu à croire qu'il va partir de Barcelone. C'est peut-être un jeu d'annonce, c'est peut-être prouvant, je doute vraiment, sincèrement, je doute que Messi puisse partir de Barcelone. Il est tellement lié, il est tellement attaché à Barcelone, il y a tellement gagné de titres, il va encore gagner de titres que je pense que ce serait difficile pour lui de partir de Barcelone. D'accord, très bien. On va, puisque vous parlez de Neuer, Messi et Ronaldo, il y a une personnalité du sport, tout au moins le président de l'UEFA, l'un des membres de ce comité d'urgence, et aussi membre du comité exécutif, président de l'UEFA, comme on l'a dit tantôt, qui a récemment tenu des propos concernant ce duel qu'on va suivre d'ailleurs, Platini, sur image signée Telegram. Exprimer sur le fait que j'ai toujours pensé que ça devait être quelqu'un qui avait fait une très très grande Coupe du Monde ou qui a gagné la Coupe du Monde. Ça ne fait pas plaisir en Espagne parce qu'ils se battent tous pour le Ballon d'Or là-bas, ils sont susceptibles. Mais le fait que j'avais dit il y a 4 ans sur Radio Télé espagnol confirme que cette année, ça devrait être un Allemand. Ce qui n'a rien à voir avec les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs du monde actuellement sont Messi et Ronaldo, indiscutablement. Mais je pense que les critères de l'attribution du Ballon d'Or l'année de la Coupe du Monde devraient être un vainqueur de Coupe du Monde. Donc ça devrait être un Allemand. Et un gardien de but? Pourquoi pas? Ça serait bien? Ça serait très bien. Donc Neuer. Votre choix, vous? Non, ça serait très bien. Je n'ai pas dit que c'est mon choix. C'est pas moi qui vote. Votre choix de cœur? Non, je pense que ça devrait être un Allemand. Mais c'est mes critères qui datent. Ce sont les critères qui datent depuis la création du Ballon d'Or, qui était alors dans un journal sportif français. Et maintenant, il est à la FIFA. Donc les critères, ils ont peut-être changé. Et c'est vrai que les deux meilleurs joueurs du monde, ce sont Ronaldo et Messi. Indiscutablement. Et après, l'année de la Coupe du Monde, pourquoi pas le donner à quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde? Alors, de Mika Sakho, apparemment chez vous, vous serez susceptible, de ce qu'a dit Michel Platini. La déclaration de Michel Platini, le président de l'UEFA, est assez surprenante. Bon,
Elle est surprenante, pourquoi? Parce que je pense qu'il s'est exprimé à ce moment comme un passionné de foot. Il s'est exprimé comme... N'était pas mal placé, malvenu? Il s'est exprimé comme un passionné de foot, il s'est exprimé comme une personne libre. Et je pense qu'il a dû oublier sa casquette de président de l'UEFA. Parce qu'en étant président de l'UEFA, à mon humble avis, il ne peut pas se permettre de faire des déclarations comme ça parce qu'il peut influer. Il peut influer sur le vote des différents... Juste à titre de rappel, ces propos de Platini ont eu lieu juste après la date butoir qui est du 30 novembre, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, c'est-à-dire que ça n'influe en rien par rapport au Ballon d'Or qui est déjà désigné, que l'on sait au sein de la FIFA. C'est-à-dire que c'est juste une appréciation qui peut être, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui peut être malvenue. Non, je confirme encore davantage parce que les trois candidats ont été désignés le 1er décembre. Ouais. Le 1er décembre. Et il fait cette déclaration le 30. Donc, il peut toujours à ce moment influer sur le vote. Donc, c'est très susceptible et c'est très dangereux parce que, bon, il peut également amener certains capitaines ou bien certains sélectionneurs, certains journalistes qui font partie du collège de vote à adopter une certaine position. Maintenant, est-ce qu'il était dans la position d'un simple fanatique, d'un simple supporter, d'un simple observateur de football? Ça, c'est une autre question. D'accord, très bien. Moi déjà, à aucun moment, Platini ne doit faire ce genre de déclaration. Il est président de l'UEFA, il doit avoir une certaine neutralité quant à l'élection du meilleur joueur européen d'une saison. Il doit qu'il le fasse dans le cadre privé, il est libre. Mais sur la place publique, non. Maintenant, le Platini, avec tout le respect qu'on a pour lui, je le trouve assez présent dans les médias ces derniers temps. Moi, je pense qu'il ferait mieux d'éclairer l'opinion publique sur les accusations qui sont portées contre lui, sur les soupçons de corruption, sur l'attribution de certaines Coupes du Monde. Je ne suis pas juge, je ne le porte aucune accusation. Mais est-ce que ce serait pas une tentative de détourner l'attention? Moi, je ne sais pas, parce que dans la même période, quand même, il y a certains journaux anglais qui estiment qu'il aurait été impliqué dans une sombre affaire avec les Russes. Je n'en sais rien, je ne porte aucune accusation, comme je l'ai dit. Mais avoir ces propos, ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'on ne sait pas très bien s'il parle de donner le ballon d'or au vainqueur de la Coupe du Monde ou à quelqu'un qui a fait une grande Coupe du Monde. Quelqu'un qui a fait une grande Coupe du Monde, c'est Arjen Robben. Je ne vois pas un seul Allemand qui a été au-dessus de Robben sur cette Coupe du Monde. Ça, c'est mon avis personnel. Neuer, il a fait une bonne Coupe du Monde, mais est-ce qu'il a surnagé? L'Allemagne, on a vu une très belle équipe, on a vu un solide collectif, on a vu un entraîneur qui a travaillé sur une continuité depuis 2010. Ils ont gagné, c'était formidable. Mais le joueur qui, pour moi, a fait une très grande Coupe du Monde, c'est Robben. Donc maintenant, est-ce qu'il faut le donner à Robben qui n'est même pas dans les trois? Je sais pas. Oui, en première réaction d'Elisabeth Beko par rapport à ce Non, sujet. moi j'allais dire que honnêtement, Blatter, de façon détournée, pour moi qui adore les médias et qui les étudie très souvent, a déjà fait des déclarations où il parlait de Messi et de Ronaldo. Et bizarrement, c'est ces personnes-là qui l'ont porté. D'ailleurs, on l'avait accusé d'influencer sur le vote. Première des choses. Donc Platini, c'est pas une surprise. Deuxièmement, j'allais dire que Blatter, si on doit parler des affaires de corruption qui ont touché les personnalités, si Platini doit déménager, je pense que, démissionner, Blatter devrait se suicider. Parce qu'en termes de... Non, il devrait se on parle de suicider. Platini. Hein. Non, mais je veux dire par là, ça c'est deux. Et de trois, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même dans sa politique, il est en campagne. Donc il fait des déclarations, il prend ses positions, et il est en train de dire qu'il faudrait peut-être laisser la place à d'autres personnes que ceux du championnat espagnol. Très bien, on va revenir donc justement sur les sujets essentiels concernant les différents protagonistes de ces ballons d'or, notamment Messi, Ronaldo et Neuer. On va observer en image justement des statistiques assez affolantes concernant ces deux joueurs, les deux métronomes, Ronaldo et Messi. Ronaldo que voilà en Ligue des Champions, 71 buts inscrits avec une moyenne de buts de 0,66 buts. On peut observer le nombre, les clubs avec lesquels il inscrit le plus de buts. 9 buts inscrits de la tête, 51 buts inscrits du pied droit, 11 buts inscrits du pied gauche, 2 triplés, 7 pénaltys, 9 coups francs, 2 Ligues des Champions. Et ensuite, on observe aussi que 14 buts des buts inscrits de Ronaldo s'inscrits dans la surface. On revient sur le cas Ronaldo. Ronaldo, 14 des buts inscrits sont inscrits dans la surface et 57 sont inscrits, 14 sont inscrits hors de la surface et 57 sont inscrits dans la surface. Alors, une analyse sur ces statistiques de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Mais c'est formidable, c'est une machine. Il faut comprendre, avoir un tel niveau de performance pendant autant d'années, pendant 7 ans, 71 buts en si peu de temps, c'est tout simplement impressionnant. Poser la question à un footballeur professionnel, quelle est la difficulté à marquer un but? Parce que Messi et Ronaldo aujourd'hui nous donnent l'impression que c'est devenu facile. C'est tellement compliqué de marquer un but et c'est grâce au but qu'on gagne les titres. Et ce que Ronaldo il fait,
71 buts et de toutes les parties du corps, de la tête, du pied gauche, du pied droit. Ça demande un gros travail, ça demande un gros sacrifice, ça demande une grosse concentration et ça demande vraiment beaucoup de Justement, on va donc observer aussi le cas avec Lionel Messi, toujours dans l'élan de cette comparaison. On va voir en image les mêmes statistiques avec Lionel Messi qui sont tout aussi affolantes. 73 buts, plutôt 74, je reconnais qu'il y a une erreur là-dessus. 0,77 buts inscrits en Ligue des Champions, 3 buts de la tête, 9 buts du pied droit, 61 du pied gauche. Ensuite, 11 inscrits dans la surface, 62 inscrits, 11 inscrits hors de la surface, 62 inscrits dans la surface, 5 triplés, 8 pénaltys, 2 sous coup franc, 2 Ligue des Champions également. Et on peut voir juste à notre gauche et à la droite de Messi, l'ensemble des clubs dans lesquels il inscrit le plus de buts, l'AC Milan, Arsenal, etc., le Bayern Leverkusen. Dominique Assako, on est vraiment là, c'est des mastodontes du football, c'est géant, l'expression géantissime. Nous sommes là en présence de deux extraterrestres du foot. Moi, je peux m'exprimer ainsi parce que là, on voit qu'il y a une palette assez complète pour pouvoir avoir autant de buts, pour pouvoir avoir autant de succès, pour pouvoir battre de tels records. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo est le joueur qui a battu sur une saison le nombre de buts en Ligue des Champions, avec un total de 17 buts. Sur une seule saison, c'est un record. Messi, lui, a battu le record de Raoul. Et Ronaldo le pourchasse à la limite parce qu'ils sont dans un challenge pour essayer de savoir qui sera le meilleur marqueur de l'histoire de la Champions League. Donc nous sommes là en présence de deux extraterrestres sur le plan footballistique qui ont une palette assez complète. C'est vrai qu'un penchant beaucoup plus focalisé sur le pied gauche du côté de Messi, mais beaucoup plus polyvalent concernant Ronaldo, qui a une palette avec le pied gauche, avec le pied droit, avec la tête un peu plus complet que Messi. Très bien. On rappelle pour ceux qui prennent un instant, qu'effectivement le nombre de buts inscrits par Lionel Messi, c'était bel et bien 74 buts. Alors, on va évoluer avec ce message de sensibilisation pour celui qui sera peut-être le Ballon d'Or d'ici quelques semaines, notamment du côté de Zurich. On suit plutôt et après on revient à vous. Report unusual illnesses. Signaler toute maladie suspecte. C'était pas ironique, hein, je vous rassure. Parce que certains, les spécialistes, mon charré sur le plateau, vous pensez que ça devait être un de leurs préférés. Non, c'est effectivement Didier Drogba qui en fait un petit coucou. Et on profite donc pour évoquer le deuxième sujet de cette édition autour de la Formule 1, avec éventuellement les pilotes, les écuries et les enjeux financiers. Et pour en parler, effectivement, nous avons ce soir un de nos spécialistes qui est plutôt adepte de cette discipline sportive, Arthur John-Wan, qui va nous en dire un peu plus autour des pilotes pour cette saison. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? On a vu le sacre, on a la semaine dernière le sacre d'Hamilton, notamment du côté d'Abu Dhabi. Que s'était passé tout au long de la semaine avec le duel avec le Finlandais, son coéquipier finlandais, Raikkonen, éventuellement? Non, allemand, Nico Rosberg. Nico Rosberg, autant pour moi. Tout à fait. La saison vient de s'achever. Lewis Hamilton est double champion du monde après son titre de 2008 au volant de la Mercedes. Ça a été une lutte toute l'année parce que visiblement les règles ont changé, ont évolué cette année et la Mercedes était de loin la meilleure monoplace. Elle a offert C'est-à-dire les règles ont évolué concrètement? Oui, alors cette année, il faut savoir qu'on a abandonné par exemple les diffuseurs soufflés qui permettaient d'avoir une meilleure stabilité des voitures. Il y a cette récupération d'énergie. Voilà, c'était des nouvelles règles. Les designs des voitures, des monoplaces, a totalement évolué. Vraiment, la page est repartie blanche après 3-4 années de domination de Red Bull avec Sébastien Vettel. C'était l'avènement de Mercedes qui a fait une saison blanche l'année dernière et qui s'est concentré sur le design de sa monoplace de cette année. Et bon, visiblement, ils ont eu raison. Alors, on va voir l'image de l'ensemble des monoplaces pour la saison actuelle, du moins récente, qui a récemment eu lieu. Pour que vous nous donniez un tout petit peu, un temps soit peu,
comment fonctionnent exactement ces monoplaces. On va voir justement à l'instant l'ensemble de ces les nouvelles monoplaces avec le nom de chaque écurie, Ferrari, Mercedes. Alors, combien d'écuries, effectivement, Arthur Jordan a une saison de Formule 1? Quels sont le nombre d'écuries qui Actuellement, en Formule 1, je pense qu'on a 11 écuries, si je ne me trompe pas. Oui. 11 ou 12 écuries, franchement, là, je sèche un peu. On a 11 écuries. Bon, vous voyez à l'image, hein, Red Bull, Mercedes, Lotus. On a les historiques, hein, Ferrari, McLaren, Mercedes, les flèches d'argent. Finalement, la Formule 1, c'est quoi? C'est l'aérodynamique qui prend une importance capitale et le pneumatique. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que le motoriste, a une grosse influence. Mais aujourd'hui, les monoplaces sont limitées. Et j'oubliais de dire dans les règles tout à l'heure, c'est l'arrivée du V6. C'est un V6 turbo qui fait un bruit totalement différent des V8, des V10 qu'on connaissait à l'époque. Mais aujourd'hui, le moteur a juste besoin d'être fiable, c'est-à-dire de ne pas casser. Ce qui est le plus important, c'est les designers. C'est comment on va faire l'aérodynamique autour de ce moteur. Et c'est l'aérodynamique qui permet de gagner chaque dixième, chaque centième, qui permet d'aller chercher la performance. Ces monoplaces que vous voyez, lorsqu'en Formule 1, vous avez autour une seconde de différence, c'est un drame. C'est en Formule 1, entre les top teams, entre McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes, ça se joue aujourd'hui à 2 dixièmes de seconde. Imaginez-vous 2 dixièmes sur un tour. Ils en sont à ça. Et lorsque vous faites un tour de qualification, par exemple en Formule 1 pour vous qualifier pour la pole, si vous êtes battu de 2 dixièmes de seconde, c'est un gouffre. Donc pour arriver à ce niveau de performance, on joue sur l'aérodynamique de la voiture et on exploite au maximum le potentiel du pneumatique, qui doit pouvoir par exemple se chauffer rapidement, se mettre rapidement en température. Et c'est sur ça en fait que les designers jouent aujourd'hui. Vous avez le poids du moteur sur la voiture et en fait il faut pouvoir trouver la technique qui permet de faire chauffer le pneu au maximum, parce que le pneu qui chauffe le plus vite permet d'avoir le meilleur rendement et il ne faut pas qu'il se détruise rapidement. Alors c'est le pneu qui tient le plus longtemps qui permet d'avoir la performance maximale. Alors justement, sur le cas des pilotes, on a vu une saison assez conséquente avec Hamilton, qui a été sacré, comme on a dit tantôt, avec son combat avec Rosberg. Est-ce que c'est une surprise de retrouver Hamilton à ce niveau? Absolument pas. Moi, j'ai suivi Lewis Hamilton depuis le début. Il faut savoir, Hamilton, 9 ans, il rencontre son mentor Ron Dennis de McLaren. Et il lui dit, il était fan d'Ayrton Senna, et il lui dit, comme ça, lors d'un gala de charité à 9 ans, je veux courir pour toi. Alors, Ron Dennis a été amusé. Il lui a dit, écoute, finis tes études, mais je vais payer tes études et on va la mettre dans un programme. Mais justement, en parlant de payer les études, comment ça se passe pour intégrer la Formule 1? Est-ce qu'on intègre la Formule 1 comme on va jouer au football? C'est-à-dire qu'on prend les godasses, on descend sur un... Comment ça se passe concrètement? Alors, comment ça se passe, c'est un peu compliqué, mais honnêtement, la Formule 1, c'est un peu comme le golf. Hein. C'est un sport qui est élitiste. Voilà, qui est assez élitiste. Il faut avoir des moyens, il faut avoir des sponsors qui vous soutiennent. Voilà. C'est de ces sponsors que je parlais. Il faut avoir une voiture. Ouais, il faut avoir une monoplace qui vous soutient avec des sponsors. Très sincèrement, il faut être un crack. Ils commencent tous par le kart. Les formules karting, ils sont tous, c'est des gamins. Et on voit ceux qui vont le plus vite sur ces cartes-là. Alors, il y a des sponsors, vous avez des Santander, je ne vais pas citer les marques. Il y a des tas de marques, excusez-moi, qui arrivent et qui soutiennent ces jeunes très tôt. Et voilà. D'accord, une réaction de Georges Moi, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui dans le sport de haut niveau qu'excusez-moi, j'en suis devenu un peu soupçonneux. Donc peut-être notre spécialiste Arthur va nous éclairer. Moi, j'ai quand même été assez curieux d'observer la fin de saison de Formule 1. Rosberg démarre en trombe, Hamilton il revient, mais sur les 2-3 dernières courses, sur les 2-3 derniers Grands Prix, on a l'impression que Rosberg, soit il a craqué complètement, soit on lui a demandé de lever le pied. Moi, je n'en sais rien. Parce qu'ils ont tous les deux exactement la même voiture, les mêmes mécaniciens, les mêmes motoristes. Rosberg, ça a été une catastrophe au dernier Grand Prix. Sa voiture, elle a complètement abandonné. Au démarrage, il a fait une erreur de pilotage quand même assez incroyable. Justement, en parlant de pilotage, avec vous, Arthur, qu'est-ce qui peut justifier ceux-là, de tels professionnels qui font des erreurs? Alors déjà, ça reste des êtres humains, c'est des sportifs. Mais il faut savoir aussi une chose, Georges, les consignes, c'est vrai qu'il existait les consignes. Rappelez-vous l'époque Schumacher-Barrichello. Aujourd'hui, à ce niveau de performance, avec un enjeu de titre de champion du monde qui se dispute à la dernière course, aucune consigne d'écurie n'aurait pu être respectée par Rosberg. Simplement, c'est des aléas de la course. En milieu de saison, Lewis Hamilton avait lui aussi toutes les poisses du monde. Rappelez-vous le Grand Prix de Spa, ainsi de suite. Et là, sur le dernier Grand Prix, j'avoue, oui, il a pris un mauvais départ. Ça arrive à tout le monde.
Et pendant la course, ben voilà, sa voiture s'est complètement arrêtée, réinitialisée. Moi, je vais vous dire un truc. En 2007, Lewis Hamilton débarque en Formule 1. Il est rookie. Il a face à qui? Dans sa propre écurie, Fernando Alonso chez McLaren, double champion du monde qui sort de Renault, qui est la star incontestée. Lewis Hamilton, c'est les 8 premiers Grands Prix, 8 podiums, c'est le record. Il est arrivé à Monaco, il faut savoir que Monaco, c'est le juge de paix. Quand on est gamin à Monaco et qu'on arrive et qu'on défonce tous et qu'on est vraiment un crack. Il a poussé Alonso dans ses derniers retranchements et à 2 courses de la fin, il a 17 points d'avance. Et ben, il a été battu. En 2007, par Raikkonen. Avant-dernier Grand Prix en Chine, il se met dans le bac à gravier tout seul. Erreur de débutant, pression peut-être. Et au dernier Grand Prix, pareil que Rosberg, la mécanique lâche. Et il n'est pas champion du monde pour un point. Oui, mais Arthur, au-delà de la mécanique, le Grand Prix précédent, il se fait doubler par Hamilton avec une facilité assez déconcertante quand même pour quelqu'un qui aspire à être champion du monde et qui a démarré une saison comme il l'a démarré. Moi, je l'ai vu se faire dépasser le Grand Prix, l'avant-dernier Grand Prix. C'était assez inquiétant, on avait l'impression qu'il ne s'est plus piloté. Il a enchaîné des erreurs sur les 2-3 derniers Grands Prix qui m'a interpellé. Et ajouté à ça le problème mécanique qu'il a eu à la fin, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour une raison que moi j'ignore et que peut-être Arthur connaît, on aurait demandé à ce monsieur de laisser passer cette fois, qu'une autre fois il aura sa chance. Oui, il crée les scandales. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des des champions, il y a des premiers, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes. Et d'ailleurs, Rosberg. Rosberg. Quand subitement devient mauvais, moi ça Non, ça Rosberg a m'interpelle quand clairement dit qu'Hamilton était bien meilleur que lui, en tout cas sur cette saison-ci. Il a reconnu. Ça peut être de la com, il dit. Bon, ça peut être de la communication, effectivement, mais je Qu'est-ce pense qu'il que. va dire Espérons que si Ronaldo devient mauvais, on ne dise pas que quelqu'un l'a payé pour qu'il arrête. Alors, Arthur, restons sur le cas de la Formule 1 avec éventuellement, bien sûr, les enjeux financiers d'une compétition comme celle-là. Alors, quels en sont-elles, ces enjeux financiers? Ils sont de toutes parts. Enfin, vous savez, le motoriste, d'abord, c'est une question d'image. C'est énorme. Le moteur Ferrari, le moteur Mercedes, après, ça se vend. Hein, je veux dire, La technologie. Voilà. Il y a la technologie du moteur, c'est impressionnant ce qu'il y a derrière. On disait, la Formule 1, c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Les enjeux sont énormes à tous les niveaux, quoi. Les sponsors sont là, voilà, la télé, l'audimat. Et les différents circuits, parce qu'on a parlé d'Abu Dhabi, Monaco, etc. Est-ce qu'en fonction des circuits des victoires sur les différents circuits, on a des points qui diffèrent? Non, pas du tout. Les points sont les mêmes, hein, 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième. Mais les circuits sont tous plus ou moins différents en fonction de l'aérodynamique. Par exemple, prenez le circuit de Barcelone, c'est le juge de paix en termes d'aérodynamisme. Prenez le circuit de Monaco, c'est le circuit en ville. C'est, allez, là on met le maximum de charge et on va à fond. Donc les circuits, non, ils sont tous différents les uns les autres. Ouais, non, c'était pour reparler du financement de la Formule 1. En fait, finalement, ce sont des laboratoires de recherche qui sont mis sur le grand écran. Et derrière ça, il y a donc les recherches en termes de tout ce qui est chimique, tout ce qui est aérodynamique, donc physique, les principes de la physique, et récupération d'énergie. Donc on travaille non seulement sur le design, on travaille sur les huiles, on travaille sur la qualité des pneus, des matériaux qui sont utilisés, en plus des performances. Donc autant médiatiser ça et en faire une compétition pour pouvoir avoir le maximum d'argent. Les plus grands sponsors, de toute façon, sont donc les marques d'huile, de tout ce qui concerne la mécanique. Et qui trouvent là, n'est-ce pas, une façon de se mettre, de mettre leurs produits en avant. Vous comprenez donc avec autant d'enjeux, moi, je suis mais un dans peu le foot, dans tous inquiet les sports aujourd'hui. de voir certaines attitudes assez inquiétantes. Bon, moi, Rosberg, moi je l'ai vu en début de saison, il avait les crocs. D'ailleurs, il s'est accroché avec Hamilton dans un Grand Prix. Il s'en est excusé après. Il a mis d'ailleurs du temps à s'excuser, mais il avait l'air serein. Subitement, il a commencé à subir une pression qu'il ne subissait pas au début. On ne le sentait plus, il était un peu plus en dedans. Donc du coup, moi ça m'a interpellé. Il faut partir aussi de l'histoire des deux. Ils ont fait toutes les formules juniors ensemble. Hamilton l'a toujours battu. Hamilton, c'est un avion de chasse. Il faut connaître son histoire. Rosberg est super rapide. Les deux avaient la même monoplace. Moi, j'estime que de manière vraiment... Allez, Lewis Hamilton, c'est en valeur à peu près 1/10 plus rapide que Rosberg sur l'ensemble de la saison. C'est ça qui se justifie. Et quand exactement la reprise de la prochaine saison Alors, il faut savoir que les premiers essais hivernaux, en ce moment, tout le monde travaille sur la prochaine monoplace de la prochaine saison. Elle est plus ou moins déjà définie. Tout au moins, chaque année, on doit essayer de performer pour la saison d'après. Ah oui, totalement. La monoplace de 2015 sera toujours différente de celle de 2014. En janvier, à peu près vers la mi-janvier, auront lieu les premiers essais hivernaux, où toutes les monoplaces vont dévoiler leur voiture et aller faire les premiers essais privés d'hiver. Et le début de la saison, généralement, c'est Melbourne. Ça se situe au niveau de mi-mars.
Justement, parlant du circuit de Melbourne, et c'est vrai que la saison dernière, on a vu plutôt Hamilton qui a eu des difficultés lors de ce circuit-là. Est-ce que pour la saison prochaine, Hamilton, lui qui a été dans l'écurie, je crois que c'est Mercedes pour cette saison. Mercedes, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il change d'écurie justement? Alors non, il a été confirmé chez Mercedes pour la saison prochaine. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. L'année prochaine, c'est le retour de Honda comme motoriste. Ouais. Et Honda va motoriser McLaren, écurie historique. Ouais. McLaren n'a pas encore annoncé officiellement, mais Fernando Alonso va les rejoindre. Oui, ça c'est en gestation. Voilà, c'est en gestation. Il va rejoindre McLaren après la période très difficile qu'il a justement connue contre Hamilton en 2008. Il a fait une seule saison, il est parti. Ça s'est très mal passé. Il va revenir et normalement, l'année prochaine, ce sera Honda. Ça va être encore une fois de nouvelles écuries. On va voir qui a le mieux dessiné sa monoplace et qui sera le plus performant lors du premier Grand Prix à Melbourne. Alors, nous sommes sans doute à la période des transferts concernant ces pilotes-là. Quels sont ceux qui éventuellement peuvent... On a déjà tous compris que Hamilton va sans doute rester. Alonso annoncé pour un éventuel chez McLaren. Rosberg, Raikkonen, qu'est-ce qui se passe? Rosberg reste avec Lewis Hamilton. Le duel continue l'année prochaine. Vettel... On n'a pas trouvé une situation d'ailleurs en interne pour ces deux parce que les coéquipiers qui sont tout le temps en train de se... Non, leur directeur d'écurie a dit « Je vous donne la meilleure voiture et vous avez le droit de... » C'est ce qui en fait des champions. Voilà, c'est ce qui en fait les champions. Vous avez le droit de courir l'un contre l'autre. L'année prochaine, il faut savoir que Vettel était triple champion du monde. On l'appelait c'est Baby Choumi. Cette année, Red Bull était nulle part. Et donc, Vettel est transféré. Il va chez Ferrari, il prend le baquet de Fernando Alonso, il sera coéquipier de Raikkonen. Fernando Alonso va certainement être associé à Magnussen, un autre rookie. J'espère que ce ne sera pas comme en 2008. Et donc c'est Jenson Button qui va très certainement être poussé vers la sortie et prendre sa retraite. Justement, avec Jenson Button qui a déjà atteint l'âge canonique. Oui, qui va sans doute le mettre un peu plus en difficulté. Est-ce qu'on va aussi voir l'arrivée cette saison d'éventuels rookies, comme ça se fait assez souvent? Oui. Sinon, quel est je dirais, les canaux pour pouvoir arriver à ce niveau-là? Les canaux, c'est comme je le disais tout à l'heure, on commence par le kart. Ensuite, on va en Formule 3000 et on finit en GP2. Le GP2, c'est l'antichambre de la Formule 1. C'est là où les monoplaces ressemblent le plus aux Formule 1. Et le GP2 a cet avantage, c'est qu'en GP2, la course se situe en deux temps. Premier temps, c'est la course normale. Et à la fin de la première course, on fait une deuxième course où le premier part dernier. Et en fait, à la fin de la saison de GP2, le premier au total sera un premier qui aura à la fois été premier de la première course, mais parti derrière, dépassé tout le monde. Hamilton, encore une fois contre Rosberg à l'époque, avait été champion de GP2. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme ça que Hamilton est arrivé et a su s'imposer une fois de plus. Bravo à lui. En tout cas, on va en profiter, n'est-ce pas, pour également sortir de ce sujet avec une autre rubrique, tout au moins la deuxième rubrique de cette édition, avec le Zapnet. And Sue ate him for lunch. He is smothered. And Sue. That is one bad kitty cat. He always pops out on film whenever you watch him. He's always in the backfield wreaking havoc. Hernández, ¿qué hace? Al otro lado para Martins. Martins. ¡Oh, oh! Y la agarra en el cuello. Jugador del Cali, ¿no? Consideran que es una sobrada. Claro. Consideran que es una sobrada. Parada con el pecho. Y la baja. Técnicamente es un...
Retour sur le plateau de Samedi Sport à la suite de ces amnettes qui a fait décidément rigoler pas mal de monde. Incroyable. En tout cas, on rappelle que Ralph Footing nous a rejoint sur le plateau pour le cas de ce sujet qu'on va bientôt évoquer concernant notre compatriote Damou Konsou, comme on l'a dit lors de la première édition de Samedi Sport, ce virtuose du sport du côté de l'oncle Sam, qui est une véritable star. Malheureusement, on va dire, allez, entre guillemets, méconnu dans son propre pays. Alors, on ne va pas s'intéresser sur les raisons pour lesquelles il est méconnu. On avait déjà évoqué le sujet, mais on va plutôt s'intéresser à ses statistiques, ses performances, son début de saison à NFL, la National Football League. Alors, pour en parler, un spécialiste de la chose, notamment Ralph Footing, qui peut effectivement nous en parler. Alors, sur le cas d'Amoukon, où en est-il pour son début de saison du côté de la NFL? Bonsoir Eddie Giscard, bonsoir tout le monde. Déjà, il faudrait revenir sur le cas d'Amou Kongsu. C'est un joueur de football américain, NFL. Ouais, bien sûr. Donc le sport, un sport de contact, tout le monde a déjà eu à voir un match de football à la télé. Football américain. Voilà. Donc Damou Kong, c'est un originaire du Cameroun. Ouais. Son papa camerounais, mère jamaïcaine, né à Portland, dans l'Oregon, en 87. Donc voilà, il signe avec les Lions de Détroit en 2010. Les Lions, oui. Ouais, les Lions de Détroit en 2010. Et déjà à l'université, c'était un virtuose. Ce qui lui a valu le second choix lors de la draft en 2010. Donc Damou Kongsu, c'est un joueur qui est perpétuellement en évolution. C'est quelqu'un qui bosse. C'est un gros bosseur et ses statistiques, alors il est stable. Depuis 2010 qu'il est rentré en NFL, il a des statistiques à mort. On est tenté de dire que c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Actuellement? Actuellement, ouais. Il est l'un des meilleurs. Mais en début de saison, avec son coach principal, il a eu des difficultés. En tout cas, il y a quelques semaines, j'avais des retours comme quoi il y avait une volonté du coach, en tout cas qui ne l'alignait plus, ou éventuellement de pouvoir, pourquoi pas, le transférer. Qu'en est-il exactement? Non, je dirais pas qu'il a un problème particulier avec son coach. Damou Kongsu, en fait, son contrat rookie, vu qu'il signe en 2010, son contrat rookie expire après le Super Bowl de cette année. Donc normalement, début 2015, il doit être agent libre. Maintenant, il a le choix, soit de re-signer avec les Lions de Détroit, soit de passer agent libre. Maintenant, Damou Kongsu, lui, il a la conviction qu'il sera milliardaire dans le football américain, donc du coup, il choisit de passer agent libre. Parce que merci du côté son contrat avec les Lions de Détroit, en fait, il a un bouchon, il y a un seuil qu'il ne peut pas dépasser. Donc justement, pour pouvoir dépasser ce seuil, il est obligé de passer agent libre. Donc c'est la décision de Sou, c'est sa décision à lui de passer agent libre normalement pour 2015. Donc en définitive, Damou Kongsu se trouve dans ces situations simplement parce qu'il avait une volonté ou un besoin de passer agent libre pour des intérêts financiers, c'est bien ça? Déjà, oui. D'accord. Maintenant, du côté de Détroit de Lions, comment se passe, la conférence dans laquelle il se retrouve? Dans cette conférence-là, quelle est la position des Lions actuellement? Les Lions de Détroit, dans la conférence, parce que là, il faut signaler qu'en NFL, il y a deux conférences, la AFC et la NFC. Donc, les Lions de Détroit sont dans la NFC. Et pour l'instant, dans la NFC, les Lions de Détroit sont 6e. Donc ils ont encore toutes leurs chances, parce que je présume que tu voulais savoir où est-ce que les Lions de Détroit auraient une chance de passer les playoffs. Donc voilà, pour l'instant, les Lions de Détroit ont encore toutes leurs chances d'être aux playoffs. Et en revenant sur Damou Kongsu, est-ce qu'il a des chances, au vu de son début de saison, au vu de son statut, d'être cette saison All-Star? Oui, il a de fortes chances. C'est vrai que cette année les règles d'éligibilité des joueurs sélectionnés pour le Pro Bowl, donc le All-Star en fait au football américain s'appelle le Pro Bowl. Donc les règles ont un peu été modifiées cette année. Elles ont été modifiées, elles sont un peu comme au All-Star de la NBA. Maintenant, c'est plus les meilleurs joueurs de chaque conférence qui sont sélectionnés, mais c'est les meilleurs joueurs de toute la ligue, AFC et NFC confondus, qui sont votés par le public. D'accord, très bien. Alors, je reviens à vous dans un instant. Je vais faire réagir l'ensemble du panel. Pour ce cas d'Amou Kongsu, Lydie Abeko, que vous avez sans doute déjà entendu parler, et l'ensemble des spécialistes, c'est vrai, on va peut-être me reprocher de me ressasser sur cette question, sur cette analyse, mais comment se fait-il, je reviendrai toujours dessus, aussi longtemps qu'il le faudrait, comment se fait-il qu'un cas comme Damou Kongsu, dont on doit être fier qu'il soit
du pays dans lequel on est soit malheureusement pas reconnu à sa juste valeur dans ce pays et aux États-Unis, dans le pays de l'oncle Sam, superstar. Diabeco, vous qui êtes une de nos spécialistes préférés, bien sûr. Un grand mot, spécialiste. On attend votre réaction par rapport à ça. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ça me paraît un peu normal. D'abord, il y a plusieurs raisons à ça. Damoukonsou, il a grandi aux États-Unis. Damoukonsou pratique un sport qui est méconnu ici. C'est-à-dire, on parle de football, il y a des gens qui doivent être étonnés parce qu'ils disent c'est pas ça le football. Oui, mais est-ce que parce que la discipline est méconnue La discipline ne passe pas à la télévision chez nous. On ne la regarde pas, on ne suit pas les joueurs, on ne les connaît pas. Donc on est content qu'il soit camerounais grâce à des personnes comme vous. On a eu l'occasion de faire connaissance. Mais Manu Dibango, par exemple, avec son style de musique qui... Non plus, les jeunes ne dansent pas cette musique. Mais le jazz est d'origine noire et africaine. La jeunesse non plus ne danse pas énormément cette musique, pourtant elle est très connue. Le sport est vraiment l'opium du peuple en général, et particulièrement en Afrique. Et je pense que le football prend une place qui est considérable. Déjà, le basket, qui est, on va dire, le deuxième sport le plus proéminent en Afrique, a du mal à vivre. Alors imaginez-vous quand on est en train de parler de la NFL. La NFL, on se dit National Football League, mais on se dit quel football? Donc je pense que ce n'est pas, comment dire, c'est pas péjoratif à l'encontre de Damoukonsou. Je pense tout simplement que c'est lui qui pourra apporter peut-être une différence et permettre aux Africains, aux Camerounais d'abord et au reste de l'Afrique de connaître mieux ce sport-là. Justement, rappelons, avant que vous ne preniez la parole, rappelons justement que Damoukonsou a fait du moins cet effort. Pour ceux qui avaient déjà vu la première édition, on va vous faire redécouvrir son arrivée et son passage au Cameroun de cette superbe star, méga star du côté de l'oncle Sam et qui est venu au Cameroun dans un anonymat qui est véritablement choquant. Suivez une fois de plus. A nation's flag. It's a symbol projecting a country's pride, its history. But up until the summer of 2013, for Ndamukonsou, it represented a journey not yet fulfilled. I always carry that flag very close to me that allowed me to be comfortable in knowing that I'm different. And there's a prideful piece of that, and I always carry that with me. Sue was born and raised in Portland, Oregon. His father, Michael, is originally from Cameroon, a country located in the west central part of Africa. I believe he has to know where I come from. I didn't have any close families here, so most of my families are still back in Cameroon. So I wanted to get them to go back to Cameroon and see where I'm from. I've always had a burning desire to go there. I finally made it a point this last summer to kind of shut everything down after OTAs and make it a point to make a sole trip just to Africa and specifically to Cameroon. We are officially in Cameroon. Oh my goodness, so excited. We in there, finally in the homeland. You walk out of that airport, what is your first reaction? I just get a cold, chilling sensation over my body, and it just feels good and feels right to be there. Just give my dad a hug, and it's really just something that was real special, that I definitely enjoyed. I was like, finally, I'm here. Let's start this journey. His eyes were just open, because I'm actually seeing exactly what my dad was telling me. So the whole family was just surrounding him like ants. So he was happy to be there. Did you feel like you were home? Yeah, without question, definitely at home. And I think that's why I got that chilling sensation. It's for the first time, and finally I got here, and it felt good. How you doing? How you doing? Good to see you. After meeting various distant relatives, ones that he'd only heard about before, Sue got in a car and headed straight to where his father spent the bulk of his childhood years, the northwestern city of Bamenda. It was very, very similar to Portland in the aspect that it sits in a valley, and there's tons of mountains around it, so it's just surreal. You're just winding down and down and down, and you finally get into the valley of Bamenda, and you just see this great big city, and it's just beautiful. For you as a man, was there a moment on the trip where it hit you, this is home? Yeah, and it's probably when I first stepped foot on Ndamukonsou Street, and really just being able to walk up and down that was something really special. See where my dad, his house that he built there, where he grew up, where my aunt was, where she lived. Here's your immediate family members. Here's your aunt, my junior sister, Mary,
And then you met Charles, your cousin. Dita, your cousin. Walter, your cousin. Ndamukong, also your cousin. Ndamukong Suh's summer voyage to Cameroon was more than a trip to a distant land. It was a pilgrimage. It was an opportunity to finally have a personal connection to the flag that he'd long seen his father wave. For me, I take that trip and it's very humbling and understanding the groundwork that has been laid for me and being able to, I'm not in essence playing for myself, I'm playing for a village and a country. C'est reparti justement pour les aventures folles de Samedi Sport avec les panélistes qui, entre guillemets, sont allés dans tous les sens pendant la diffusion des Ndamukong. Ça, il faut le rappeler. Alors, vous qui avez été du côté des États-Unis, Georges Guibous, et qui vous avez été véritablement surpris lorsque vous avez vu ce que représentait cet athlète, ce sportif dans ce pays. Relatez-nous un tout petit peu. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'un sportif d'un tel niveau n'est pas reconnu dans son pays. Mais je ne parlerai pas de reconnaissance, je parlerai plutôt de connaissance. Il n'est pas connu. Parce que pour le reconnaître, il aurait fallu qu'on le connaisse déjà et qu'on l'apprécie à la juste valeur qu'il vaut. Donc, merci pour le jeu de mots. Et qu'on connaisse la discipline dans laquelle il évolue. En effet, moi j'ai découvert Ndamukong Suh l'année dernière lors d'un séjour privé du côté des États-Unis. Et c'est d'ailleurs un Camerounais qui a attiré mon attention là-dessus. On discutait de football et il m'a dit, vous êtes toujours en train de parler de football au Cameroun. Nous, on a un gars ici qui fait la fierté du Cameroun et je vais te faire voir quelque chose. Et justement, il m'a fait voir cette vidéo. J'avoue que j'avais un peu de la chair de poule et je me suis senti très très fier parce que là où on regardait cette vidéo, il n'y avait pas que les Camerounais. Donc il y a des gens ils m'ont posé la question de savoir, vous êtes de ce pays-là? J'ai dit oui, donc je me sentais très fier. Maintenant, d'un autre côté, Suh, quand il arrive au Cameroun, c'est quelqu'un de très humble parce que je me suis un peu intéressé à lui. Parce qu'il faut le dire, tout à l'heure, il disait qu'il est rookie, il a des intérêts financiers, des aspirations financières. Mais il faut dire, Suh, il gagne déjà par an 35 millions de dollars. Donc, pour quelqu'un qui gagne autant d'argent, il arrive au Cameroun, il ne fait aucun effort, aussi, il faut le dire, il ne fait aucun effort pour être connu. Il est arrivé au Cameroun, il est allé à Bamenda, qui est sa région d'origine. Avec sa famille. Tout le monde ne recherche pas forcément la lumière dans sa vie. Mais c'est ce que je dis. On ne peut pas en vouloir, comme Lydie le disait, on ne peut pas en vouloir au public camerounais de ne pas connaître parce que c'est un sport qui n'est pas diffusé au Cameroun. Donc si lui, il arrive, il a fait la démarche de se rapprocher de ses origines, ce qui est louable, malgré que je puisse soupçonner qu'il y a quand même un petit côté business derrière, parce qu'on ne vient pas en vacances dans son pays avec 20 journalistes, des réalisateurs, son agent et tout ça. Je pense que cette vidéo a été diffusée aux États-Unis et pas au Cameroun. S'il venait pour vraiment faire une union, pour retrouver son pays, pour retrouver sa terre, je pense qu'il aurait fait des efforts pour qu'il se fasse connaître du public camerounais. Il l'a pas fait. Il a fait cette vidéo et il l'a fait connaître du public américain. Donc il y avait quelque chose de promotionnel derrière. Il y avait certainement du business derrière parce que les Américains, il faut le dire, ce n'est pas des gens qui font des choses par hasard. Et Suh, il a beau être Camerounais d'origine, c'est un Américain. Et il a une grosse équipe derrière lui. C'est un joueur promoteur dans la NFL. Donc, c'est une très grosse fierté pour le Cameroun, mais à mon avis, les choses... Vous faites très bien, Edith, de nous passer cette vidéo. C'est la deuxième fois que vous en parlez. Vous attirez l'attention des journalistes là-dessus. Et ce serait bien qu'on voit comment capitaliser sur cette image de Suh au niveau des États-Unis et sur le plan international. Maintenant, lui, est-ce que ça l'intéresse particulièrement? Je pense que oui, parce que pendant la Coupe du Monde, moi, j'ai suivi sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Merci de le rappeler. Voilà, il était très à fond derrière l'équipe nationale du Cameroun. Il était très, très déçu. En adressant des mots personnels à l'attention de Samuel Eto'o, Benoît Souekoto et le jeune Fabrice Olinga. On ne peut pas dire, comme j'ai entendu sur ce plateau, que... Non, on n'a pas dit qu'il se fout du Cameroun. Non, peut-être pas fou, mais... Levez un peu le pied sur la pédale. Non, bien sûr, je dis, ça se voit, il est fier d'être... déjà, pour un jeune qui a grandi dans ces conditions-là,
connaître ses origines, aller sur la terre de ses ancêtres, c'est très important. Ça, il faut le dire. Et les gens qui ont grandi aux États-Unis... Il n'avait pas d'obligation. Non, mais Il ce n'a que pas j'allais dire, d'obligation. c'est que je disais en off, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, je disais, c'est le b.a.-ba du sportif noir. Je m'excuse que de dire d'où est-ce que je viens en Afrique et de faire ce voyage symbolique de retour aux sources. Quoi, Michael Jordan en a fait peut-être? Non, mais c'était pas aussi. Ok, d'accord. Non, À l'époque. les médias n'étaient pas aussi développés à l'époque et les techniques des médias n'étaient pas non plus. Bon, Eh LeBron bien, James, ils c'est sont très bientôt. américains, ils ne sont pas camerounais. Ah, d'accord. Je merci. Alors, là, c'est important pour un Africain de dire qu'il retourne chez lui, qu'il rencontre. Effectivement, on ne fait pas un premier voyage avec une équipe médiatique derrière. Donc, ça, je pense que c'est effectivement purement promotionnel, de mon humble point de vue. Et de dire aussi que au Cameroun, en fait, même pas. En général, on devient star, c'est le public qui vous fait star, c'est pas vous qui vous proclamez star. Donc, de dire qu'il est une star au Cameroun, moi, je dirais non. Il est une star aux États-Unis, qui aurait intérêt à être connu au Cameroun, mais les Camerounais n'en ont pas fait une star, parce que c'est le public qui Justement, je vais faire Georges, je vais rester avec vous. Et également, je viens sur vous, Ralph, dans quelques secondes. Sur le cas Ryan Giggs, qui est exactement dans la même situation que dans Moukonso, avec son pays d'origine que beaucoup ne savent pas, la Sierra Leone, parce que beaucoup ne savent pas qu'il est Sierra-Leonais d'origine. Il y met le pied, allez, une fois toutes les quinzaines, mais il n'en demeure pas moins que quand il y arrive, c'est quasiment fête nationale en Sierra Leone, qu'en Sierra Leone, il y a tout un monument consacré à Ryan Giggs, mais c'est de ça qu'il s'agit. Je suis parfaitement d'accord, mais le contexte est un tout petit peu différent parce que le football est beaucoup plus diffusé quand même en Afrique que le football américain. Donc Ryan Giggs, qu'il le veuille ou pas, les gens en Sierra Leone le connaissent. Okay, donc c'est normal que quand il arrive, c'est d'abord une star du football qui arrive et qui plus est originaire de ce pays-là. Donc que lui le veuille ou pas, les gens ils vont le consacrer. C'est la même chose qui s'est passé avec le président américain Obama au Kenya. Voilà, lui, il ne se sent pas kenyan, mais quand il arrive, si jamais il est arrivé aujourd'hui au Kenya, il serait adulé. Donc il ne serait pas content de vous l'entendre dire qu'il ne se sent pas kenyan. Justement, non, même le président Obama, d'ailleurs, fait un retour aux sources, parce que donc, je disais que c'est très promotionnel et médiatique chez les Américains. Mais ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a une tradition francophone. On se sent proche de la France et des sports qui sont aimés par les Français. C'est la colonisation qui fait ça, malheureusement. Et donc, la Sierra Leone reste un pays qui est très proche de tout ce qui se passe aux États-Unis, tout comme le Ghana, comme le Libéria et tous ces pays où on parle anglais. Donc, ils ont une tradition peut-être pas de regarder autant que le soccer, comme ils appellent ça, le football américain, mais ils le regardent beaucoup plus que nous. En fait, au Cameroun, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est. Ils confondent d'ailleurs le rugby et le football américain. Je pense que c'est la même chose. D'accord, très bien. On va sortir avec Ralph par rapport au cas d'Amoukonso, une version sur ce sujet et surtout ce que vous pensez en tant que spécialiste du football américain de l'avenir de Ndamukong, surtout l'instant T, cette saison avec la NFL. Pour sortir du sujet, justement, comme tu disais, moi je pense que Ndamukong, c'est un joueur très prometteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et si justement il décide de passer agent libre, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut. À l'heure actuelle, il est déjà courtisé par 4 équipes. Déjà, la saison elle n'est pas terminée, mais il a 4 équipes déjà qui le courtisent en tant qu'agent libre. Donc vous comprenez que c'est l'un des meilleurs en fait à son poste en NFL, defensive tackle. C'est l'un des meilleurs, il a les meilleurs stats à l'heure actuelle. Donc c'est clair qu'en passant agent libre, il sait ce qu'il fait. Et franchement, moi je serai toujours derrière lui. Je pense que voilà, c'est quelqu'un à soutenir et puis voilà. Très bien. On va en profiter, puisque nous sommes au terme de cette édition, pour remercier, n'est-ce pas, l'ensemble des techniciens qui ont participé à la réalisation de cette émission, notamment Baudouin Talom, qui est tout le temps présent pour nous assister, bien sûr, et également Collins Wanchon, Gifford, bien sûr, toute l'équipe technique assez présente qui nous permet de vous diffuser l'ensemble de ces éléments. On remercie aussi l'ensemble des consultants spécialistes que vous êtes. Une fois de plus, merci d'être venu, n'est-ce pas, dans cette édition de Samedi Sport. Bis à vous, Lisa Beko. Je vous embrasse, vous pouvez le baiser. En tout cas, sachez que nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport.